Alors, Monsieur Korchinski, vous avez été chef du service puis du département de pharmacie de l'Hôpital général juif de Montréal pendant près de 30 ans. Pendant ces années, quels ont été vos principaux accomplissements? Oh. D'abord, l'hôpital reconnu comme pour résidence à l'Université de Montréal pour les résidents. Comme ça, on a eu nos agréments. Deuxièmement, pour changer tout le mode de distribution, si vous voulez. Vous avez implanté Windows? Ah oui. On était le premier hôpital en Canada qui avait des Unidose, de changer un ancien hôpital, grand hôpital. Il y avait des petits, parce que Pierre Duchamp, c'est lui qui a commencé à Québec au début, mais il a parti un nouveau l'hôpital. Oui, c'était la santé. C'était la santé. Ben, nous, on a changé ça, comme ça. Puis non seulement Unidose, mais des satellites. On a commencé avec les pharmaciens sur les unités de soins. Basé sur mon expérience au Royal Victoria, j'ai dit, je vais l'implanter. Parce que pour un pharmacien d'avoir plus efficace, il faut qu'il ait sur les unités de soins. Ça, c'est bon. Tout le temps. Enlève le sous-sol, puis sort le sous-sol, puis monte sur les unités de soins où les patients et les médecins sont. Ça, c'était mon principe tout le temps, c'est même aujourd'hui. Okay. On a créé 1, 2, 3, 4 satellites. OK. Au début des années 80. Oui. Finalement, on a fini vers 85 ou même avant, le 4e. Je voulais un satellite dans la salle d'op. Et parce que je pensais que puis le soin intensif en même temps. OK? Puis on a essayé, puis ça n'a pas réussi parce que le pharmacien ne veut pas faire ça tout le temps. Puis c'était une pharmacien avec un PharmD qui on a engagé spécial pour cette truc-là. Anyway, c'est pas réussi, dans mon temps. Et un pharmacien d'un département d'urgence. Ça, j'ai réussi d'avoir aussi. Ça, c'était, comme vous voulez, le 5e. Et oncologie. Ça, c'était l'autre défi, si vous voulez. Ça, c'était le plus dur, le plus grand barrière, c'est les infirmières dans ce temps-là, qui ne voulaient pas administrer des médicaments oncologie, aux chimio, si vous voulez, aux patients, si ce n'est pas elle qui l'a préparé. Ça, c'était le mental. Et comment vous les avez convaincus? Ben, j'ai dit, vous avez des enfants? Oui. Quand les enfants sont malades, est-ce que le docteur vous donne la prescription? Oui. Ou est-ce que tu fais remplir ton prescription? Au pharmacie. C'est en équipe? Oui. Puis tu donnes ça à ton enfant? Oui. Pourquoi pas laisser les pharmaciens faire la même chose pour les patients? Bon. S'ils l'ont accepté. Les médecins voulaient ça. Ils ne sont pas désaccord. Nous, on a démontré non seulement moins des erreurs, mais plus efficace, puis on a sauvé d'argent. On a sauvé beaucoup d'argent parce que dans les viales de médicaments, dans ce temps-là, les manufacturiers sont obligés de mettre environ entre 5 et 10% plus dans pour assurer que quand vous sortez le médicament, le volume est là. Okay. Nous, à l'hôpital, sur un autre, on a préparé, on a tiré pour vous plus. On avait presque une dose de plus avec chaque viale. Oh, oui. Et nous, au début, on était dans un petit coin, mais finalement, les docteurs disent hey, on va créer un espace pour vous, puis vous êtes là dans une nouvelle clinique, parce qu'il n'avait pas une vraie clinique oncologie dans ce temps-là. Il y a n'importe où pour administrer les médicaments, mais finalement, on avait une unité de soins spécialement, puis les pharmaciens étaient là. Okay. C'était comme une règle maintenant. Il n'y a pas de question. Les pharmaciens sont là pour faire préparer tous les médicaments. Non seulement ça, avec cette expérience-là, on a commencé à préparer les dents seringues. J'ai dit, si on peut faire des chimio dents seringues, pourquoi pas les antibiotiques? Okay. C'est logique pour moi. À part de ça, j'ai dit, on va mettre en congélateur les antibiotiques. C'était pas le mode.
Puis on avait, parce qu'il y a une dose, s'ils ont besoin, on va donner 1, 2, 3, 4 seringues, dépendant de la prescription. On a donné pour 24 heures, chaque jour. Puis on a pré-rempli des antibiotiques, puis on a embarqué dans le programme de pré-rempli des seringues avec des antibiotiques. Après ça, on a changé pour les autres médicaments. Donc, pour le SALDOP, on a préparé tous les narcotiques dans les seringues préparées. Comme ça, moins de gaspillage. Je ne veux pas dire moins de bol, mais moins de gaspillage. OK? Comme ça c'était fait comme ça. Mais, il y a quelque chose qui manque. C'est parce qu'il y a encore des pharmaciens, ils ne veulent pas engager, si vous voulez. Ils font la distribution. Il y a leurs dossiers d'avant des autres, mais il ne fait pas la rotation avec les médecins quand il fait la rotation chaque patient. Donc, vous avez rencontré de la réticence de vos pharmaciens. C'était tout le plus grand. Après qu'on a comment on va dire, cassé la barrière avec les infirmières et les médecins, le plus grand barrière, c'était les pharmaciens eux-mêmes. Et d'où venait cette barrière-là? Ils n'avaient pas une formation en pharmacie hospitalière? Non, ils n'avaient pas de confiance. D'accord. Non, ils sont bien formés. OK. Non, des nouveaux. Puis tous les programmes qu'on a changés pour Unidose, les satellites, oncologie, les antibiotiques, de salle d'urgence, c'était grâce à des projets de résidents. Ah oui. OK? Nous, on a eu, puis on a un des hôpitaux qui ont engagé presque tous nos résidents. Comme ça, parce que quand j'ai commencé, on avait juste 7 pharmaciens. Puis quand j'ai terminé mon période de temps à l'hôpital, on avait 21. D'accord. Je ne parle pas des techniciens, on a grandi avec des techniciens aussi. Et M. Torchinski, pendant ces années où vous avez travaillé à l'hôpital juif, qui était un hôpital anglophone, quelles étaient les principales différences ou les avantages de travailler dans un milieu anglophone plutôt que francophone à l'époque? Comme j'ai dit tout à l'heure, les médecins sont des jeunes médecins, pas des sont habitués de rencontrer des pharmaciens. Deuxièmement, même pas des résidents ou des internes, mais les docteurs ou le staff étaient mes confrères à l'école secondaire, la plupart. OK, on a presque la moitié est allé à Barrabeen High School. OK, on a fini le même temps, il est allé à McGill, moi je faisais un autre école. Mais je le connais. OK, c'est pas comme Hi Bob, Hi Dave, tu parles comme ça. Mais j'ai toujours respect par leur corridor. J'ai docteur, mais dans le corridor, on se parle d'une autre façon. Mais comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et le plus important, c'est parce que les médecins sont habitués de voir un pharmacien sur des unités de soins ou poser des questions. Parce qu'on embauchait plus de médecins américains? Oui, parce qu'ils ont fait leur résidence ou ils ont fait leur internship Canada et les États, ils ont fait leur postgrad pour la spécialité les États-Unis. Okay. Versus dans le secteur francophone, la plupart c'est allé ou à Québec ou à Montpellier en France ou même Suisse. OK? C'était confié, puis ils n'avaient pas d'existence des services pharmaciens comme nous on connaît dans l'Amérique du Nord. OK, décentralisés. Oui, pas seulement décentralisés. Les pharmaciens, dans la plupart dans ce temps-là, au début en France, il était infirmière de centre pour chercher leurs médicaments. C'est même pas. Puis c'est une pharmacienne ou deux pour tout l'hôpital. Ça a changé beaucoup maintenant, mais avant, c'était pas comme ça. Et deuxièmement, à cause c'est seulement mon opinion, il y avait des sœurs qui étaient infirmières dans les hôpitaux francophones au début. Puis ça a commencé à changer. Puis même on a engagé des pharmaciens au lieu des sœurs. Puis beaucoup des sœurs n'étaient même pas pharmaciens. Puis tranquillement, ils commencent à engager des pharmaciens qui ont leur diplôme de l'Université de Montréal, au Laval, dans ce temps-là. Puis il n'y avait pas beaucoup des pharmaciens, d'hôpitaux non
clergy, qu'on va dire, le nom de attaché à l'Église. Et c'est comme, puis, une autre chose, des médecins, la mentalité est, je sais pas, irrégique, c'est rigide. Du côté francophone. Oui, le côté francophone, très rigide. Le chef est le chef, puis les autres suivent en arrière de lui quand il marche dans le corridor, OK? Puis quand le chef parle, tout le monde écoute, pas de questions. Dans le secteur anglophone, certains docteurs comme moi ont fait que c'était un petit peu comme ça, mais pas assez à ce point-là, mais beaucoup plus ouvert. Quand j'ai rencontré le fait que j'étais au Jewish et le fait que la plupart des médecins, je le connais, il n'y a pas une question de ne pas poser une question si vous avez une question à poser. Même s'il dit, hey, tu vas aller travailler là, puis il vous dit pourquoi. Dans le francophone, tu dis pas pourquoi. Dans ce temps-là, aujourd'hui, j'imagine que c'est changé beaucoup. Mais ça, c'était un élément qui nous laissait embarquer ou essayer des nouveaux programmes, si vous voulez, plus facilement dans le secteur francophone. Plus de latitude. Oui. Puis, vous avez été, pendant que vous étiez à l'hôpital juif, qui était affilié à l'Université McGill, Oui. vous avez été très impliqué dans les achats de groupes. Expliquez-nous un peu en quoi consistait, comment était le système d'achat groupé à Montréal à l'époque. Je sais qu'il y avait le groupe McGill et que par la suite, des groupes d'achat ont été formés au niveau gouvernemental. Où se situait McGill à l'époque et quelles étaient les différences entre les groupes? OK. Frank Sahalen était chef de l'hôpital général de Montréal. Et c'est lui, avec Gordy Brooks, qui ont commencé le McGill Buying Group, si vous dites. C'était juste 3 hôpitaux. Nous, on n'était pas ardents au début. Puis quand j'ai rentré, même que je le connais, Gordy Brooks, puis M. Zahalan, j'ai dit, puis on était déjà habitués de demander des soumissions des compagnies. C'est ça, c'était une chose. Puis on a fait une grande table avec toutes les soumissions dans ce temps-là. Puis il m'a invité d'embarquer dans le groupe. Puis après ça, Saint-Mary s'est rentré, puis tous les hôpitaux pour les enfants, Montreal Children's étaient embarqués. Puis on a créé une très bonne. Puis même les centres de convalescence, les centres d'hébergement, des choses, tout qui était anglophone, presque, est embarqué dans ce groupe-là. Puis c'était par soumission. Puis on a choisi, tous les hôpitaux ont voté pour quelques-unes de leur représenter. Moi, j'étais électé, nommé pour l'hôpital. Et après Frank est parti, moi, j'étais devenu président de le groupe. Puis nous, on a fait des programmes beaucoup plus sophistiqués pour faire la sélection. Okay. Puis notre mot, le groupe de choix, était le mot final. On n'a jamais laissé les non-pharmaciens, j'ai dit non-pharmaciens, d'avoir un mot sur la sélection des médicaments. Okay. Jamais. OK? Puis j'ai insisté en ça. OK? C'est très important. C'est notre pouvoir comme pharmacien. On a certains éléments de travail ou outils qui nous donnent une raison d'être là. Une, c'est de choisir les médicaments, le meilleur médicament. Pas nécessairement aux causes de prix. C'est la disponibilité, la qualité. Je me rappelle beaucoup des génériques qui ont commencé dans ce temps-là, avec même, je me rappelle, Digoxin dans ce temps-là. J'ai dit jamais qu'on va prendre ça, ou même le Coumadin. Des génériques dans ce temps-là. Et le groupe McGill est resté indépendant dans les années 70, même si au niveau gouvernemental, il commençait à se former des groupes d'achat et qu'il y en avait à Montréal. Le groupe McGill est resté indépendant. Pourquoi? Parce que le ministre, j'ai dit le ministre, dans ce temps-là, ça c'est mon opinion, ils ont créé des régions régionales, conseils régionaux. Puis chaque conseil régional a décidé, hey, le McGill, comment ça se fait, leur coupe de médicaments est moins cher que nous.
Puis nous sommes beaucoup plus grands que le groupe McGill. On ne comprend pas. Ben, ils ont envoyé chez moi, dans mon bureau, et on était là tout un après-midi, des fonctionnaires. Puis ils veulent savoir pourquoi. Puis je sais, j'ai expliqué notre façon de travailler. Ben, ça a pris 3, 4, 5 mois, en fait, je ne me rappelle pas exactement. J'étais invité d'embarquer dans un groupe de shop inclus l'Université de Montréal dans ça. OK. Puis j'ai dit, OK. Puis j'ai eu une ordre de mon directeur, tu vas déménager là. J'ai dit, t'es pas sérieux, on va perdre tout notre pouvoir. J'étais pas pour. Parce que j'avais toujours peur que l'intervention des fonctionnaires dans ça. Puis j'avais raison. Au début, on avait beaucoup de batailles de ça. Donc, le groupe McGill a été intégré, se faisant Pas promettre intégré, on était là, puis on a invité les autres à nous embarquer avec nous autres. OK. Puis ils ont choisi notre modèle. OK. OK? Mais vous avez eu de la difficulté à faire respecter le choix du pharmacien dans la sélection des médicaments. Oui, de temps en temps, il y a des gens, pourquoi tu l'achètes pas ça? Ça coûte moins cher. Pourquoi tu l'achètes pas ça? C'est une compagnie de Québec. Je donne ça comme des exemples. J'ai dit, toi, d'abord, tu ne fais pas d'excès. Aucun mot a dit. Sans ça, on débarque tout de suite. On a fait menacer une, deux fois, ils ont pris le message, puis c'était comme pendant mon présidence. Quand j'étais en charge de le groupe, parce que j'étais élu chairman ou président de le groupe, puis puis les représentants des compagnies, ils savaient qu'ils ne jouent pas trop avec moi. Puis ça, je donne mon expérience en officine. Parce que quand vous avez 5 pharmacies, puis tu l'achètes pour 5 pharmacies, ton attitude change. Comme Jean Coutu aujourd'hui, il y a certains pouvoirs. OK? Même nous, dans 5 pharmacies, dans ce temps-là, qu'il n'y avait pas des autres, plus grands dans ce temps-là. Ça me donnait beaucoup plus de confiance. Peut-être, certains te disent que j'étais un petit peu trop arrogant, je ne sais pas. Mais, anyways, ils savaient que c'est moi, la pharmacie, qui fait le choix. Entre nous, on discute, oui. Prendre une décision, that's it. Pas de question. Quand vous étiez, parce que vous avez été administrateur de la pêche, puis même dans l'exécutif de la pêche pendant plusieurs années, ça a été un de vos champs de bataille, le rôle du pharmacien dans la sélection des médicaments. Vous avez milité pour que ce rôle-là soit reconnu au niveau provincial. Mais au cause de mon position comme un directeur de la pêche, c'est dans ce temps-là qu'on se parle. Et j'ai dit, comment ça se fait que tu laisses ça passer? Comment ça se fait que des choses comme ça, on se parle entre nous? Et ils ont pris l'idée. Même Yves, que je le connais, même avant le temps, que c'est lui qui m'a fait le recrutement d'embarquer avec la peste. C'est comme ça que le message est transmis. OK. Mais ça a pris trop long. Oui. À mon esprit, oui. Oui, comme ça, c'était le groupe. Puis finalement, on a embarqué, le groupe A est devenu beaucoup plus grand, plus sophistiqué. On a déménagé dans un grand palais sur la rue Saint-Denis et tous les ordinateurs, puis tout a compris comme ça. Nous, on a fait. Puis je me rappelle une incident que j'étais avec des directeurs finances de tous les hôpitaux dans le groupe. Puis il m'a invité de parler de notre groupe, puis il m'a demandé comment ça se fait que vous, ça coûte beaucoup moins cher chez vous que nous pour les médicaments. Je sais pas. On achète quand même, c'est la même chose que le groupe. Mais il dit, s'il y a une raison, pourquoi? Je dis, peut-être c'est parce que vous êtes tous des hommes de finance, mais vous comptez juste avec tes 10 doigts. Mais je compte mes orteils aussi. C'est fini là. Très bien.